Bonjour à tous, chers collègues, chers amis et chers étudiants. Mes meilleures salutations à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue à notre troisième et avant-dernière session Let's Share qui est relative à l'évaluation en ligne. Cette session est dans le cadre d'une activité en ligne du réseau Let's Learning Lab. C'est un réseau constitué par 4 universités, l'université de Sousse en Tunisie, l'université de Fribourg en Suisse, l'université d'Alexandrie en Égypte et l'AUL, l'université à Beyrouth au Liban. Pour cette session, nous nous intéressons à l'évaluation en ligne. En fait, il y a une confusion par rapport au sens du mot de l'évaluation qui est généralement associé au mot examen ou notation, alors que maintenant, avec l'évolution technologique et avec la panoplie des approches pédagogiques innovantes, on peut mettre en place différentes expérimentations et différentes pratiques par rapport à l'évaluation. L'évaluation en ligne, à mon sens, elle permet non seulement de transformer notre vision par rapport à l'évaluation, mais par rapport à l'apprentissage d'une manière générale. Pour cette session de Let's Share, je vous propose avec mes collègues de discuter ou de découvrir certaines pratiques d'évaluation en ligne et de voir quels sont les défis auxquels nous devrions faire face ou auxquels nous serons confrontés une fois nous décidons de mettre en place un scénario d'évaluation en ligne. J'ai le plaisir et je suis très honorée d'avoir mes chers collègues avec moi de trois structures différentes. Je commence par présenter Monsieur Denis Pétard, qui est professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke et docteur en psychologie de l'éducation, donc diplômé de l'Université de McGill. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'innovation pédagogique dans l'enseignement et l'apprentissage dans une perspective technopédagogique. Il est auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques. Madame Nathalie Issenman, elle est présidente du réseau des SUP. Nathalie est responsable du service universitaire d'ingénierie et d'innovation pédagogique à l'Université de Lorraine. Elle est également directrice à la direction de la formation et de l'orientation et de l'insertion professionnelle et elle anime un certain nombre d'actions en rapport avec l'accompagnement et la mutation des pratiques dans l'enseignement supérieur jusqu'à la mise en place d'approches par compétences et pour le développement de la formation tout au long de la vie et elle est notamment impliquée dans un projet structurant d'une EOL, un engagement pour ouvrir l'éducation. Nous avons également avec nous ma chère collègue et amie, Madame Mouna Laroussi, est docteure en informatique. Elle est enseignante-chercheuse à l'Université de Carthage en Tunisie, à l'Université de Lille en France. Elle est détachée actuellement auprès de l'Organisation internationale de la francophonie et occupe la fonction de directrice adjointe de l'Institut de la francophonie pour l'enseignement et la formation. Et ses travaux de recherche portent principalement sur l'enseignement numérique, sur l'analyse des traces et sur la personnalisation et l'adaptation au contexte d'apprentissage. Merci beaucoup, mes chers collègues, d'accepter d'intervenir pour cette session qui porte sur l'évaluation en ligne. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à professeur Denis Pétard pour partager avec nous une pratique ou des pratiques d'évaluation innovantes. À vous la parole, professeur. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je me retrouve avec vous aujourd'hui. Je tenais à remercier plutôt Lilia de l'invitation à pouvoir donc partager ce moment toujours intéressant de collaboration et d'échange avec des collègues d'un peu partout ici à l'étranger, donc c'est très agréable. Comme je n'ai que 5 minutes, je vais tout de suite sauter dans le bain et vous parler de deux petits exemples rapidement. Qui concerne dans un premier temps une activité qui s'est tenue initialement en présentiel et puis elle s'est transposée en ligne par la suite. Et ça, c'est pour la formation au premier cycle à l'Université de Sherbrooke. Et le deuxième exemple vient d'une formation au troisième cycle
toujours à l'Université de Sherbrooke. Alors, dans ce premier exemple, c'est un cours de première année, un cours de fondement en psychologie de l'apprentissage et du développement de l'adolescent. Donc, ce sont des connaissances fondamentales pour une formation qui s'adresse aux enseignants, aux futurs enseignants au secondaire au Canada. Dans ce cours, qui n'est pas a priori nécessairement beaucoup apprécié, les étudiants considèrent l'évaluation comme un mal nécessaire, c'est-à-dire qu'elle ne sert qu'à obtenir cette évaluation, le crédit de passage pour la suite de la formation. Alors, ce que j'ai tenté de faire il y a 3 ans, c'est d'introduire pour eux et elles, j'enseignais à une centaine d'étudiants, une perspective différente d'évaluation et de la considérer dans une logique davantage professionnalisante où à la fois le maintien des connaissances en mémoire est importante, mais aussi surtout le transfert de ces connaissances éventuellement dans une pratique. Et donc j'ai construit l'outil évaluatif de toutes pièces pour ce cours dans la perspective de favoriser par cet outil le transfert des connaissances. Donc, l'examen que j'ai développé prenait appui sur une littérature dont je n'aurai pas l'occasion beaucoup de parler maintenant ou même aujourd'hui, mais on pourra peut-être avoir des références pour ceux et celles intéressés, qui vise à quand même souligner que l'examen est un levier évaluatif ou un outil évaluatif intéressant, mais je le qualifierais alors davantage d'un examen de nature ou de type réflexif qu'un examen traditionnel qui fait davantage appel à la mémorisation des connaissances purement. Alors donc, ce type d'examen, c'est bien, la mise en place de cet examen s'est bien passée dans la partie ou la portion présentielle du cours, ou la première année lorsqu'il a été donné en présentiel. Ensuite, on a basculé vers une partie de la formation en ligne avant les événements que nous connaissons maintenant. Et l'intérêt, la participation, voire l'engagement des étudiants s'est maintenu quant à la valeur ajoutée de la participation, non seulement à l'examen au sens sommatif ou certificatif du terme, mais également à plusieurs itérations antérieures ou précédant l'examen final de nature plus formative. Donc ici, il n'y a pas eu de problème majeur ou d'incidence majeure à basculer du côté de la formation en ligne à travers l'usage de cet outil. Alors voilà pour le premier cycle en formation des maîtres. Le deuxième exemple est issu d'un microprogramme en pédagogie de l'enseignement supérieur que j'ai démarré en 2009. J'ai présidé à l'élaboration de ce microprogramme et aujourd'hui, il est donc bien lancé et bien en place. Et dans une approche programme de l'évaluation, cette fois donc, c'est-à-dire que pour tous les cours qui sont offerts, chaque cours tient compte de la logique inscrite dès le départ dans la première activité obligatoire initiatrice, si l'on veut, de cette formation. Nous avons, dès le départ, fait le choix et tout se donne en ligne depuis 2011. Donc, pour toutes les activités en ligne, nous avons la même façon de considérer l'évaluation que ce que nous avions pensé dès le départ pour la formation qui s'offrait initialement en classe ou en présentiel. Et nous avons, dans ce cadre, axé sur le développement des compétences de pédagogie de l'enseignement supérieur, fait le choix d'éliminer les examens dans la boîte à outils évaluative que nous avons mobilisée pour davantage mettre l'accent sur des travaux. Alors, ces travaux, nous les considérons tout au long du chemin ou du parcours d'apprentissage qui s'échelonne de la première semaine à la 15e semaine comme la construction d'un édifice de connaissances. Et les outils d'évaluation, de façon formative ou sommative, participent à la construction de cet édifice de connaissances. Et dans cette perspective, on n'a pas un souci particulier qui a été évoqué dans les questions que j'ai pu voir plus tôt, par exemple, autour de ce qu'on appelle tricher ou copier sur l'autre, enfin bref, éviter de pouvoir soi-même s'investir dans l'évaluation pour profiter de la présence ou de la participation d'autres collègues. Donc, 2 exemples qui démontrent que même à distance, on peut, avec une réflexion qui n'est pas que sur le fait d'être à distance, mais qui est aussi sur une approche par compétence, par exemple, dans le cadre du microprogramme, mais aussi une approche davantage centrée sur la profession et l'utilisation, voire donc le transfert des connaissances, fait en sorte que l'évaluation peut devenir, peut non seulement devenir, mais surtout être perçue par les étudiants comme un réel outil d'apprentissage. Voilà.
c'est de respecter mon 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à ma chère Nathalie. Si tu pourrais nous faire part de ton point de vue concernant l'évaluation en ligne. Oui, je vais faire, je ne sais pas si, oui, vous me voyez, avec mes racines bien blanches qui sont dues au confinement. Bonjour à toutes et à tous, et je remercie infiniment Lilia de son invitation qui me permet avec grand plaisir de retrouver chacun d'entre vous. Alors, je vais quand même faire peut-être une part d'une pratique d'évaluation quand j'interviens dans les sciences professionnelles sur les métiers de la formation, de l'insertion et de l'orientation. Et donc, on a choisi, ça se situe au niveau d'une UE, qui est l'ingénierie de dispositifs de formation en mode projet, où on a choisi une modalité d'évaluation qui est de répondre à un appel d'offres qui fait un cas concret, une étude de cas très spécifique en mode collaboratif par des petits groupes de 3. Alors, on a choisi cette modalité de formation parce qu'on a une grande habitude de travailler en approche par compétences, et on a pu collaborer avec l'ensemble des enseignants pour mettre au point de façon transversale cette étude de cas qui vient interroger les différents enseignements qui sont dispensés. Et on a essayé donc c'était une transposition de l'évaluation à distance par rapport à l'évaluation présentielle, mais une transposition toute relative, réinterrogée pour permettre une bonne organisation des étudiants dans ce mode collaboratif, parce que d'habitude les groupes sont plus grands, donc nous avons réduit considérablement les groupes, car la transposition entre la formation à distance et l'évaluation à distance et l'évaluation présentielle fait que les modes organisationnels sont beaucoup plus chronophages pour les étudiants. Donc ça, c'est un petit échange de pratiques évaluatives. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est de parler de l'évaluation en ligne, alors que finalement, l'évaluation en ligne ou l'évaluation, ce qui est interrogé, c'est comme si on parlait de deux objets. Et pourtant, ce qui est à interroger, c'est quand même l'objet de l'évaluation qui, pour lui, reste inchangé, puisque quand on parle d'évaluation, c'est quand même quelque part évaluer à un temps T la qualité des apprentissages. Alors, quand on dit évaluation en ligne, finalement, ça change. Qu'est-ce que ça change? Je dirais que ça change tout et ça change rien. Ça change rien parce que l'objet reste le même, et ça change tout de deux points de vue. Pour l'organisation, l'institution qui va devoir revoir un petit peu ses modalités organisationnelles et ses processus culturels et réglementaires pour que cette évaluation puisse être mise en œuvre. Et surtout, et pour moi c'est l'essentiel, ça vient réinterroger les pratiques de l'enseignant. Mais je pense qu'on développera ça tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Je passe la parole maintenant à ma chère amie et collègue Mona El Aroussi. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous décrire une pratique d'évaluation qui t'a été décrite et présentée par des enseignants de notre continent? Bonjour tout le monde, bonjour Lilia, et puis je réitère aussi, comme tout le monde, mes remerciements pour cette invitation, et surtout, cette invitation m'a permis de retrouver des amis qui sont parmi les participants là au chat. Donc merci Lilia, et merci aux autres de nous suivre là. Pour parler d'innovation dans l'évaluation, je vais parler un peu d'un petit contexte. Vous savez que l'Afrique est un pays très mal connecté. C'est pour dire qu'on est plus connecté en Afrique subsaharienne, plus connecté en mobile qu'en filaire, que dans des endroits il y a très peu d'électricité, même pas du tout d'électricité, et que comment on peut faire un enseignement en ligne et en plus de l'évaluation en ligne. Donc, une des solutions qui s'est présentée, je vais vous la présenter. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce petit boîtier là, qui est dans ma main. Donc, c'est un petit boîtier qui est de Raspberry Pi 4. C'est un petit serveur où on peut connecter sans avoir Internet des personnes dans un rayon de 300 mètres. Et puis, sur ce petit boîtier, il y a une carte
SD, là, je vais vous la montrer, une petite carte, hop, la caméra, où on peut mettre des ressources et on peut partager un grand ensemble de ressources. Bien sûr, l'ensemble de ressources dépend de la taille mémoire de la carte. Donc, une des pratiques pour faire de l'évaluation, c'est de mettre l'évaluation sur un Moodle installé. Moodle, c'est un Learning Management System, c'est un outil de gestion, et puis mettre l'évaluation sur le Moodle qui est sur ce petit dispositif, faire l'évaluation par les élèves et après resynchroniser le dispositif pour avoir tout le résultat en ligne pour les autres. Ça, c'est une première pratique où on est hors connexion. Une autre transposition de cette pratique, c'est d'arrêter carrément la connexion, c'est d'empêcher les utilisateurs d'avoir accès à Internet et puis aux apprenants d'avoir accès à Internet, de les empêcher d'avoir Internet, mais d'avoir un sujet qui est sur web, comme un quiz. Et puis, on leur demande de répondre et d'avoir toutes les réponses en même temps. Donc, il y a deux aspects. Un aspect où on est hors connexion complètement, donc on substitue le dispositif à Internet. Et un deuxième usage où on les empêche d'avoir Internet, comme par exemple, si vous avez une évaluation à faire pour une certification sur un MOOC, il est plus intéressant de faire ça et d'avoir une évaluation automatique sous forme d'une réponse que d'avoir un ensemble de copies à corriger. Donc voilà, c'est un petit boîtier qui peut servir pour apprendre et aussi pour être évalué. Et voilà, je vous redonne la parole, Lilia, pour revenir sur les autres sujets après. Merci beaucoup, Mona, pour ce partage innovant de pratiques. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce débat à laquelle on va consacrer un peu plus de minutes. En fait, nous allons faire un deuxième tour de table pour discuter les défis auxquels nous allons être confrontés une fois nous implémentons nos scénarios d'évaluation. Et je commence par relancer la discussion avec le professeur Bédard pour lui poser les deux questions suivantes. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la place de l'évaluation dans un processus d'innovation pédagogique? De quelle manière on pourrait exploiter les scénarios d'évaluation dans un tel processus? Et comment peut-on dissocier l'évaluation de l'apprentissage? Est-ce qu'il faut d'abord les dissocier et comment, si oui, comment le faire? Et qu'est-ce qui change quand on passe dans une modalité d'enseignement à distance pour l'évaluation? Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Lilia. Alors, tout ça en 10 minutes, donc il va falloir être très efficace. Je vais me permettre de démarrer avec la deuxième question et nicher dans cette réponse à la deuxième question se trouvera la réponse à la première. Voilà, donc l'évaluation, c'est intéressant le pléonasme de comment peut-on dissocier l'évaluation de l'apprentissage, mais de fait, non seulement aujourd'hui on sait qu'il ne faut pas, mais cette question a longtemps habité le monde de l'évaluation, si l'on veut, ou les pratiques évaluatives, lorsqu'on avait entre deux pôles toujours à se poser la question, ou la question était posée chez les collègues, est-ce que l'évaluation, c'est avant tout un outil certificatif ou un outil d'amélioration de l'apprentissage? Dans les années 80-90, ce débat avait lieu. Depuis, on peut dire, les années 2000, on s'entend que ce sont les deux finalités et elles cohabitent l'une avec l'autre. On n'a pas donc à faire un choix. Il y a des obligations administratives qui nous obligent à déposer des notes. Donc, il faut aussi ici distinguer la notation qui est la phase visible de l'évaluation, si l'on veut, le moyen de communiquer le fruit de notre évaluation, de l'évaluation elle-même, qui est un processus, un jugement porté sur une production quelconque. Voilà, donc, on sait que c'est les deux. Maintenant, pourquoi existe-t-il, même si la littérature s'entend, ou les écrits, ou les spécialistes s'entendent sur la question, pourquoi moi, chez mes collègues à l'Université de Sherbrooke, au Canada, mais j'entends également la même chose ailleurs, il existe dans la tête de beaucoup de collègues, selon les disciplines, selon les domaines, cette distinction. Et à la limite, ce choix encore qui est fait entre utiliser l'évaluation de façon certificative principalement versus l'amélioration.
Alors pourquoi? Pourquoi? C'est important comme question malgré tout. Et pourquoi surtout n'y a-t-il pas encore de données suffisamment probantes pour permettre justement de clore ce débat une fois pour toutes, c'est-à-dire des données suffisamment probantes qui viseraient justement à démontrer que l'évaluation, principalement de nature formative, mais également l'évaluation sommative ou certificative, améliore l'apprentissage. Quand on regarde la littérature à cet égard, on se rend compte qu'il y a essentiellement deux grands défauts dans la façon dont on a cherché à implanter des changements concernant l'évaluation dans un cours, dans les programmes, voire à hauteur d'un établissement complet, comme c'est parfois le cas. Et donc, ces deux défauts, voici le premier que la littérature relève. On peut dire qu'essentiellement, les changements ont parfois été implantés sans réellement derrière déterminer ou établir clairement ce que veut dire apprendre. Non seulement il ne fallait pas dissocier, bien sûr, évaluation et apprentissage, mais pour vraiment pas faire porter à l'évaluation un poids significatif quant à la qualité des apprentissages que devront faire ou pourront faire les étudiants, il faut vraiment s'entendre clairement sur ce que veut dire apprendre. Et ce n'est pas toujours le cas que les collègues qui implantent ce type de changement se sont entendus entre eux. Je vais y revenir dans une minute à ce sujet. Et on pourrait dire la même chose des technologies. Actuellement, on est poussé dans les câbles pour passer en ligne des cours qui étaient essentiellement tous en présentiel jusqu'à ce moment, jusqu'à ce que chez nous, par exemple, on nous interdise de fréquenter les campus. Mais alors voilà, on bascule du côté des technologies, mais derrière, les modalités que l'on propose ne tiennent pas nécessairement compte de l'apprentissage en premier lieu. On parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de méthodes, on parle beaucoup de moyens, mais on ne réfléchit pas nécessairement énormément. Et c'est une lacune qui fait qu'à plus ou moins long terme, les changements vont être minés par des problèmes de mise en place du changement, par exemple. Un deuxième problème ou une lacune qui est présente dans la littérature et qui est relevée, c'est celle d'une implantation très parcellaire parfois du changement. Alors, on va changer une petite portion de ceci. Par exemple, on introduit le mot compétence dans l'évaluation, on passe au en ligne, mais on garde les outils intacts. Je pourrais vous en parler longuement, mais rapidement, donc la faculté de médecine en 1987 à l'université ici a implanté l'apprentissage par problème, donc une approche centrée sur les étudiants, petits groupes. On a fermé les amphis pour l'essentiel. On s'est retrouvé en petits groupes de une dizaine de personnes, favorisant l'apprentissage à travers des situations problèmes, blablabla. Mais de l'autre côté, on n'a rien fait du côté de l'évaluation. On a gardé les examens de questions à choix multiples traditionnels, ce qui était vraiment en porte-à-faux avec la façon dont on proposait d'apprendre en classe. Et la même chose à nouveau est vrai parfois au niveau des technologies. Lorsqu'on veut vraiment être cohérent, Biggs parle de l'alignement pédagogique entre différentes facettes d'un programme de formation ou d'un cours, et là, il y a vraiment parfois une distance qu'il faut éviter d'avoir. Alors, parce qu'il y a eu donc ces difficultés, on peut rencontrer des problèmes dans la façon dont on peut faire durer les changements, parce qu'il n'y a pas que l'implanter, le changement, il faut aussi le faire vivre. Alors, trois pistes de solutions que je peux vous proposer de considérer. Premièrement, établir une vision claire du changement qui est souhaité. C'est ce qu'on pourrait qualifier du pourquoi. Pourquoi évaluer autrement? Pourquoi évaluer autrement en ligne? Quelle est la cible? Quels sont les principes? On ne vous entend plus, Monsieur Bédard. Oui, mon micro a été coupé, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça va? Ça va. Ça va. D'accord. Alors, je ne sais pas où mon micro a coupé, mais disons que je suis à la deuxième proposition de solution au problème que j'évoquais précédemment. Donc, bien établir les conditions du changement en termes évaluatifs. Quelle est la stratégie d'implantation du changement? Quelles seraient les résistances de mes collègues face à ce changement, technologiquement parlant ou en termes évaluatifs? Et puis, parfois, ça devient très émotif, tout ça. Ce n'est pas que rationnel, ce n'est pas que cognitif. Il y a des enjeux à d'autres niveaux. Et finalement, quelles seraient les lignes directrices?
qui guideraient l'un et l'autre collègue dans l'implantation d'un tel changement. Et je dirais à la fin, troisième piste de solution, et là je rejoins la première question, dans la logique d'implantation d'une innovation pédagogique, très souvent on voudra évaluer les incidences de ce que l'on aura mis en place. Et il y a deux stratégies pour ce faire. Il y a une stratégie axée sur la recherche traditionnelle qui est vraiment de démontrer l'efficacité de quelque chose, to prove, comme on dit en anglais. Et il y a l'autre pendant qui est to improve, donc l'amélioration des pratiques. Et il faut vraiment tendre à vouloir travailler sur ces deux perspectives communément, si l'on veut. Et c'est donc vrai pour l'implantation de changements au niveau de l'évaluation, que ce soit à hauteur d'un prof seul dans sa classe ou par la suite de plusieurs professeurs ou collègues. Et je dirais que derrière, donc, se mobilisent différentes visions de l'évaluation. Il y a des écrits très intéressants, entre autres d'un chercheur anglais du nom de Gibbs, qui fait la différence entre l'évaluation de l'apprentissage, donc c'est l'évaluation généralement sommative ou certificative, comme on l'appelle, donc Assessment of Learning. Il fait aussi la distinction entre ce premier exemple et celui de l'évaluation pour l'apprentissage, Assessment for Learning, c'est ce que l'on appelle généralement l'évaluation formative. Mais là où il souhaite que la plupart d'entre nous allions, c'est jusqu'à l'évaluation comme étant une forme d'apprentissage. Alors, c'est Assessment as Learning. Voilà. Et donc, ça fait partie de cette vision. Quelle est la vision que l'on cherche à avoir? Est-ce que l'on cherche à vraiment évaluer que les acquis? Est-ce qu'on cherche à évaluer comme un soutien à l'apprentissage? Ou est-ce que l'on souhaite réellement que l'étudiant considère l'évaluation comme un autre moyen pédagogico-évaluatif pour apprendre? C'est ce que l'on a tenté de considérer, de mettre en place dans nos milieux respectifs. Et c'est là où on peut parfois faire le deuil de certaines pratiques existantes ou traditionnellement utilisées comme l'examen à questions fermées. Mais si j'avais l'occasion d'ici la fin de notre rencontre, je pourrais vous parler d'une forme plus récente que l'on appelle en anglais le Extended Matching Items, qui est de proposer aussi des questions choix multiples, mais beaucoup plus nombreuses alors à travers l'analyse au départ d'une situation problème qui est proposée. Voilà quelques idées et pistes. Et je voulais me permettre peut-être de souligner au passage que ce matin, je recevais dans mes messages un courriel d'une organisation qui s'appelle Campus Matin, où Nathalie il y a un article qui porte sur une interview qui a été fait avec Nathalie et une autre collègue, Ophélie Carreras, et on mentionne dans les questions et réponses de l'entretien l'importance qui est accordée à l'évaluation à distance, justement. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à les regarder de ce côté. On pourra aussi peut-être donner la référence au besoin. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations et par rapport aux questions posées. Je cède la parole maintenant à ma chère collègue Nathalie. Et de par votre expérience en termes d'innovation pédagogique, de coordination de services d'innovation pédagogique, je souhaiterais poser les questions suivantes. Étant donné la diversité des outils d'évaluation, comment peut-on faire le choix des outils les plus appropriés pour implémenter des scénarios d'évaluation? Comment peut-on combiner ces différents outils? Et quel rôle va jouer l'enseignant ou comment peut-on assurer l'accompagnement dans un tel processus d'évaluation et comment surtout peut-on garantir l'authenticité des évaluations qui vont être réalisées par les apprenants? À vous la parole. Oui. C'est un vaste programme de répondre à ces trois questions en 3 minutes, mais je vais m'essayer. Alors, quel rôle de l'accompagnement? L'accompagnement en tant que structure, Lilia, parce que je n'avais pas précisé, ou l'accompagnement de l'enseignant? Les deux si possible. Et je te tutoie, en fait. Tu as 10 minutes. Parce que j'avais plutôt pris, en prenant ma casquette, justement, d'accompagnement de structure, enfin, d'une structure qui vise à accompagner l'innovation ou la transformation des pratiques.
Oui, Voilà, c'est donc, très important également pour nos institutions. Oui, oui. donc je vais commencer par là, qui est, comme S'il te plaît. je Oui, dirige une structure qui vise à mettre en place des dispositifs d'accompagnement. oui, s'il te plaît. Voilà, donc peut-être se dire qu'accompagner, finalement, on accompagne quelqu'un quand il a un désir, un besoin de changement ou qui s'interroge tout simplement sur sa pratique. Alors ce besoin, ce désir peut émaner de lui-même ou peut être aussi une injonction au changement, une injonction, comme l'a dit Denis, où à un moment donné, l'institution décide de passer par une approche par problème ou par programme ou de se lancer dans l'approche par compétence. Et souvent, les enseignants, n'étant pas formés à la pédagogie, se trouvent démunis face à ces questions. Donc, le rôle de l'accompagnant et de l'accompagnement dans ces cas-là, c'est d'être à l'écoute, d'être à côté d'eux et de permettre à l'enseignant d'analyser, de comprendre sa situation et ça se fait par le questionnement. Et le fait d'être plusieurs à réfléchir sur ces changements, ça favorise une démarche réflexive amenant l'enseignant justement à s'interroger sur le pourquoi, sa pratique, la manière dont il peut porter et mettre en œuvre ce changement. Parce que le changement, il est toujours porté par des individus et il faut qu'ils se sentent en capacité de le mettre en œuvre pour ne pas les mettre en fragilité, même s'il y a une injonction de l'institution. Alors, dans le cas présent d'un confinement où on s'est tous retrouvés, malheureusement, du jour au lendemain, j'ai envie de dire, confrontés à la mise en place de formations à distance, que ce soit l'évaluation ou pas, les modalités d'accompagnement ont été extrêmement différentes, puisque dans l'urgence, nous avons plutôt essayé de produire massivement, d'apporter des réponses plutôt pour répondre au côté massif des enseignants, puisqu'on en a 3900, plutôt que de faire de l'accompagnement individuel. Donc, on a plutôt fait j'ai envie de dire, de la production contextualisée d'apports méthodologiques, petites vidéos et autres. Donc ça, c'est pour le côté accompagnement. Alors par contre, se pose la question du choix, de la diversité des outils d'évaluation, comment les combiner et comment les choisir. Je poserai la question sur deux aspects. Il y a une première question qui va porter plutôt sur les usages, une question d'usage des outils, et puis bien sûr la question pédagogique. Et la question pédagogique, elle est au centre. Parce que finalement, on choisit un outil, c'est un moyen de mettre en œuvre quelque chose. Si on ne sait pas ce que l'on veut mettre en œuvre, la manière dont on veut le mettre en œuvre, et je rebondis sur ce qu'a dit Denis également sur l'alignement pédagogique entre nos objectifs pédagogiques, les activités pédagogiques qu'on a mises en œuvre et l'évaluation, si tout ça n'est pas aligné et qu'on ne sait pas forcément comment et ce qu'on évalue, alors le choix d'outils va être difficile. Donc, et pour faire... Par contre, une question d'usage, il y a tout simplement au niveau européen une première question à se poser dans le choix d'outils, c'est est-ce que mon outil répond au RGPD, au règlement général sur la protection des données, qui a été mis en vigueur en 2018. Donc, et qui gouverne la collecte et le traitement de données à caractère personnel des utilisateurs. Donc ça, c'est déjà ne pas utiliser n'importe quels outils et de s'assurer que ces outils sont bien réglementaires par rapport au statut universitaire. Et ensuite, c'est de s'assurer de l'accessibilité des outils qu'on va choisir. Est-ce que l'enseignant en a la maîtrise? Est-ce qu'il a l'habitude d'utiliser ces outils? Est-ce que ces outils répondent bien à ses besoins pédagogiques? Et puis surtout, la question aussi qu'on peut se poser et qu'il faut se poser, est-ce que ces outils seront aussi accessibles, facilement appropriables par les étudiants? Alors, dans l'urgence dans laquelle on s'est trouvé, c'était plutôt aussi des questions d'appropriation qui se sont posées. Si on a un peu plus le temps, on peut les accompagner beaucoup plus vite, les étudiants, dans cette appropriation. Donc, on voit bien qu'avant de se dire quels outils choisir, il faut quand même se poser des questions d'usage, tout simplement, et de pertinence de ces outils. Alors, à l'Université de Lorraine, je pense que, comme le plus grand nombre des universités, on s'appuie sur Moodle, une plateforme d'enseignement
Et là, il y a énormément d'outils d'évaluation qui sont couplés à cette plateforme. Donc, j'ai envie de dire, la question du choix de l'outil, elle est bien sûr importante, mais surtout à mettre en relation avec nos pratiques d'évaluation. Et ensuite, il y a autant d'évaluations, j'ai envie de dire, que d'enseignants finalement. Parce que l'évaluation va aussi dépendre de sa représentation. L'évaluation est aussi le reflet de ces représentations de l'enseignement et de ce qu'il veut mettre dans l'évaluation. Et puis de ses finalités. Qu'est-ce que j'évalue? On l'a vu, est-ce que c'est une évaluation à visée certificative, sommative, formative, quels sont les choix que je vais opérer, est-ce que c'est pertinent de faire des QCM, une étude de cas, comment une analyse, un mémoire, voilà. Et donc, une fois qu'on aura travaillé un petit peu sur ces questions-là, la manière dont on va mettre ça en œuvre, alors se posera in fine la question et du choix des outils. Alors, j'aime pas trop parler forcément d'outils, même si à un moment, on va se dire, bah oui, mais alors finalement, si je veux faire un mémoire, comment je fais, comment je le mets en œuvre, je me base sur quelle plateforme ou j'utilise quel est l'outil le plus pertinent. Mais finalement, j'ai envie de dire que la question de l'outil, pour moi, elle n'est pas centrale, d'autant plus que je pense que dans chaque institution, peut-être que je me trompe, et dans ce cas, vous me le direz, mais dans chaque institution, il y a déjà beaucoup d'outils mis en œuvre et sur lesquels on peut s'appuyer. Donc voilà pour la réponse à la question sur la diversité des outils et comment on peut les combiner. Alors bien sûr, après on combine tout ça comme on veut, si ça répond à notre objectif. Ensuite, tu m'as posé la question sur s'assurer de l'authenticité. Alors ça, c'est une vaste question et pour lesquelles je n'aurai pas forcément toutes les réponses. Par contre, je voyais deux choses également dans l'authenticité. Il y a, se pose souvent la question de est-ce que c'est la bonne personne qui se trouve derrière l'évaluation en ligne? Et puis après, est-ce que l'œuvre produite est une œuvre authentique? Alors, c'est sûr que si on réplique nos habitudes peut-être majoritaires dans le supérieur, c'est de se dire, bah, voilà, je vais demander peut-être à mes étudiants de me reproduire les éléments qui sont dans mes enseignements. Alors, c'est sûr que si on fait ça et qu'ils sont en ligne, il y a fort à parier qu'il n'y aura pas une authenticité de l'œuvre puisqu'ils auront accès aussi bien à leurs enseignements qu'au web et puis même aussi à un appel à un ami. Mais par contre, si on leur demande vraiment, j'ai envie de dire, dans une évaluation en ligne, de réfléchir à leur processus d'apprentissage, la façon dont ils se sont approprier les connaissances, ce qu'ils en ont compris, si on leur demande de poser un regard critique, une analyse et plus une analyse sur les concepts ou les théories abordées, alors ou faire une étude de cas, voilà, on tourne plus sur de la production et donc du coup on leur demande de créer une œuvre en tant que telle. Eh bien, il y aura plus de chances que ces réponses ne se retrouvent pas sur le web et qu'il y aura une authenticité de production. En tout cas, vous leur donnerez l'occasion de produire une œuvre authentique. Après, pour l'authenticité, est-ce que c'est la bonne personne derrière l'écran? Il y a des solutions techniques de vidéosurveillance et autres, alors pour des raisons très personnelles que je ne suis pas forcément pour ce type de dispositifs pour différentes raisons, notamment pour les questions de liberté, pour les questions de données, pour des questions aussi, et ça c'est peut-être très franco-français, le fait que c'est utiliser des solutions privées, et puis aussi c'est très, très invasif. Ne faut pas oublier que l'étudiant est chez lui, donc on va lui demander de filmer un certain nombre de choses. Alors hormis ça, pour s'assurer si c'est la bonne personne, je ne vois pas de solution. C'est un rapport de confiance qui doit s'opérer, même si c'est un peu utopique de le dire comme ça, mais c'est vraiment dans la production qu'on va lui demander, qu'on va viser à de l'authenticité. Et puis plus on ira dans des productions
authentique, plus on verra la capacité de l'étudiant à produire une œuvre unique et du coup de se dire qu'il y a une forte probabilité pour que ce soit lui qui les produit et pas recopié avec un ami ou un confrère. Donc voilà pour la question de l'authenticité, enfin la réponse sur l'authenticité. Merci beaucoup Nathalie, merci. Tu souhaiterais ajouter autre chose Nathalie? C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon, merci. Maintenant, je cède la parole à ma chère collègue et amie Monet Laroussi et je l'invite à nous faire part de ses réflexions par rapport à 2 points. Le premier, c'est par rapport à l'importance de l'analyse des traces dans un processus d'évaluation, comment prendre en considération les traces des apprenants dans un environnement en ligne dans le cadre de l'évaluation en ligne. Et la deuxième question, c'est comment peut-on remédier au problème de plagiat quand on met en place des évaluations en ligne? Tu as la parole, Monet. Merci Lilia. Je vais commencer par la première question, comme ça on reste dans l'ordre. Quelle est l'importance des traces dans l'apprentissage, dans l'évaluation? Et puis là, je reviens peut-être à la première présentation qui a été faite par le professeur Denis, pour dire que si on considère que l'évaluation est une partie de l'apprentissage, et il faut la considérer comme ça et non pas une punition, et donc l'analyse des traces va devenir l'analyse des traces pour l'apprentissage, et l'évaluation, ça va être une deuxième partie. Donc, pour repartir sur les traces permettent d'avoir une information sur l'apprenant de manière peut-être détournée, mais c'est aussi pas de manière directe, et étant donné que l'apprenant lui-même, en rentrant sur Internet, il met un certain nombre d'informations. Et puis, on découvre au fur et à mesure du temps que la pire source d'information sur l'apprenant, c'est l'apprenant lui-même, et où on retrouve très souvent un apprenant mâle qui mettrait un avatar d'une femme ou qui maquille pour mettre autre chose, mais c'est normal, c'est l'occasion pour lui aussi de changer et de faire autre chose. Donc, du coup, on a différents types de recueillir les informations. On a les manières directes, donc on peut rentrer sur une plateforme où on peut avoir les nombres de connexions d'un apprenant, est-ce qu'il a participé à un forum, est-ce qu'il n'a pas participé. Donc c'est des informations directes qu'on peut retrouver sur la plateforme, sur les bases de données d'une plateforme. Et aussi, il y a l'autre partie que moi je ne préconise pas, je ne suis pas très chaude, et c'est la partie où on arrive jusqu'au tracking pour dire pour analyser le comportement des apprenants, travailler un peu, faire une extrapolation entre les différents indicateurs pour dire voilà, cet apprenant-là est plutôt introverti, donc il ne va pas parler souvent et tout ça. Donc c'est une partie qui existe, c'est un travail qui existe, il y a toute la partie où on travaille sur les indicateurs et c'est le cluster pour justement catégoriser l'apprenant, pour lui donner un travail qui va avec son profil. Après, à quoi ils peuvent servir les traces de l'apprenant dans l'évaluation? D'abord, les tracer les apprenants et puis l'évaluation permet aussi de remédier à un scénario d'apprentissage qui a été mis en place. Donc on peut voir avec l'évaluation et les traces de l'apprenant où est-ce qu'il n'y a pas eu est-ce qu'il y a eu des problèmes, remédier et travailler autrement. Ça peut aussi aider l'apprenant. Donc quand on est dans la salle de classe et qu'on trouve qu'un bon étudiant a une mauvaise note, on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment la cause de mon évaluation? Est-ce que c'est l'apprenant qui a répondu? Et puis le de l'apprenant dans la salle de classe vous permet d'indiquer que vraiment il y a peut-être une... Ces traces-là permettent aussi de réduire le problème lié et être plus équitable. De toute façon, l'évaluation n'est pas équitable, même si on essaie de mettre une évaluation la plus équitable possible, mais aussi d'avoir une évaluation par les traces plus équitable. Sinon, donc pour ça, une fois qu'on a un peu la discussion au niveau du forum, on peut dire que cet apprenant a eu un problème pour l'évaluation parce qu'il y a eu un problème au niveau de la formulation de la question ou autre chose. Donc l'évaluation ne peut que aider l'apprenant. Et je reprends, et puis il y a toute une partie, un pan de travaux où on travaille sur le comportement, sur l'intelligence artificielle pour évaluer l'apprenant autrement.
Pour revenir à ta deuxième question sur le plagiat, je pense, je reprends juste ta question, Lilia, pour ne pas la trahir. Comment remédier au plagiat? Donc, pour moi, le plagiat a toujours existé. Il faut juste définir le plagiat comme tricherie. Le plagiat a toujours existé. Le web a permis de donner un coup de souffle et un second souffle au plagiat. Et maintenant, il faut qu'on identifie c'est quoi le plagiat et pourquoi on fait le plagiat. Déjà, moi, je considère que c'est une compétence à faire développer chez les apprenants et les jeunes de trouver une information sur l'Internet, de la recopier en la synthétisant et en mettant correctement les sources d'informations. Donc, reprendre et voler le travail de l'autre sans bien le citer. Donc, comment remédier au plagiat? C'est aussi qu'il y a tout un travail derrière pour ça. Il y a un travail de formation. Il faut former les apprenants à comment prendre l'information. Il y a un travail d'information, informer sur quelle est la ressource éducative libre, comment on peut l'utiliser, comment on peut la réutiliser. Et puis aussi, moi j'ai remarqué ça en travaillant là dernièrement, je pense qu'il faut faire un travail très important sur la langue. C'est-à-dire que les personnes qui ont tendance à copier-coller directement d'Internet, c'est des personnes qui n'arrivent pas à écrire correctement leurs phrases. Et donc, la solution de facilité pour aller vers ça, c'est copier-coller directement et non pas travailler dessus. Parce que quand on arrive à parler et écrire correctement, dans une langue parfaite, ce qu'on parle ou ce qu'on réfléchit, on n'a pas besoin d'aller chercher l'information ailleurs. Donc, du coup, ça, c'est la première partie pour le plagiat. Après, il y a un travail à faire, et à mon avis, pour ne pas tomber dans le plagiat. Donc, former, informer, expliquer, etc., tout ça. Mais il y a toute une partie que je pense qu'il faut qu'on change. Par exemple, si on donne une évaluation où on part du document qui est sur le net et qu'on demande de reprendre ce document sous une autre forme, que ce soit une carte conceptuelle, vidéo ou audio. Donc, du coup, l'apprenant ne sera plus tenté à copier le document qui est juste en lui, mais il peut le restituer autrement et il peut le comprendre. Donc, ça, c'est une forme d'évaluation qui peut nous faire éloigner un peu du plagiat ou du copier-coller sur Internet. Après, il y a tout ce qui est mettre l'emphase et travailler sur les activités liées à la créativité. Et même sur la créativité, on trouve beaucoup de personnes qui vont chercher la créativité sur Internet. Mais une créativité où on lui explique le lien, on leur donne le lien vers Internet. On ne leur demande pas de chercher. Donc, du coup, quand ils vont trouver les liens des ressources, ils vont peut-être être un peu dans une situation de ne pas recopier. Après, il y a aussi des évaluations basées sur faites des entrevues avec cette personne et restituer cette information-là. Donc, du coup, il peut aller voir son autre prof, demander des questions, restituer cette information et l'éloigner un peu d'un copier-coller. Il y a aussi, et certaines écoles le font, la possibilité de publier sur le web leurs travaux. Donc, du coup, quand ton travail est publié sur le web, quand on fait une recherche sur un moteur de recherche, on peut trouver très rapidement les liens avec les mêmes fonds de texte. Et puis, il y a tout ce qui est travail collaboratif qui permet un peu de s'éloigner du web et du copier le web. Donc, quand on fait travailler par un groupe de 4 en demandant d'avoir une personne qui va restituer les travaux pour le 4, donc ça peut aussi éloigner du copier-coller et du plagiat. Après, il y a tout ce qui est, et ça on le fait de plus en plus chez plusieurs personnes, c'est de tenir un journal de bord lié au projet ou au travail qu'on a donné. Donc du coup, à la première semaine, l'apprenant est obligé de restituer ce qu'il a fait dans sa première semaine. Bon, ça c'est valable pour un projet à longue durée et non pas un travail indépendant qui a été donné. Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à tes deux questions. Et puis, je suis là prête pour d'autres questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci Monet pour toutes ces clarifications par rapport aux questions posées. Maintenant, je vous invite, mes chers collègues, à discuter certaines questions qui ont été posées par les participants à notre webinaire, à notre session Let's Share. Il y a certaines questions qui ont été postées maintenant sur le chat et il y a d'autres qui ont été déjà postées sur le formulaire d'inscription. Donc, je commence d'abord par une première question qui a été posée par Eric
Sanchez à Denis, et qui est la suivante. Merci de nous rappeler que la question de l'évaluation en ligne est avant tout une question d'évaluation, avant d'être en ligne. Il me semble néanmoins que l'usage du numérique ouvre un certain nombre de possibilités nouvelles, par exemple le traçage, et je m'interroge sur la manière dont la question de l'évaluation est aujourd'hui renouvelée dans les recherches et les pratiques, par exemple dans vos programmes en ligne à Sherbrooke. Oui, merci pour la question et mes salutations à Eric. La question est très intéressante. Je vais me permettre donc de quelques pistes pour y répondre. Au départ, pour moi, le traçage a beaucoup d'intérêt, pour autant que c'est un enjeu d'apprentissage et surtout un enjeu pour les étudiants eux-mêmes. Le premier bénéficiaire du traçage devrait être l'étudiant. Et quand je fais référence à cela, je pense à la grande thématique de la capacité de s'auto-évaluer en tant qu'apprenant. Alors, si moi-même, comme élève ou étudiant à l'université, je n'ai pas d'outils pour savoir si la réponse à cette question ou la production attendue pour tel travail ou autre s'approche ou non de ce que l'enseignant souhaitait, alors j'ai des faiblesses. Et pour moi, c'est aussi une question comme apprenant ou comme étudiant de traçage. Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir retracer et de suivre même la démarche de résolution d'un problème, par exemple, ma capacité à bien comprendre les étapes pour atteindre et réaliser une tâche. Et donc, le traçage technologique, il devrait, avant même de servir à suivre quelques facettes de la réponse d'un étudiant à une question, permettre à l'étudiant de pouvoir suivre sa démarche. Et je me permets un court exemple qui vient de l'Université de Montréal. À la faculté de médecine là-bas, un certain nombre de collègues ont développé un superbe outil qui a quand même coûté assez cher à développer, mais il y a des moyens, qui fait en sorte que les étudiants sont appelés à développer leurs compétences diagnostiques, donc ce que la plupart des médecins sont appelés à faire avec un patient, poser un diagnostic différentiel quant à un problème de santé quelconque. Et donc, cet outil diagnostique est complètement en ligne. Et voici comment il est construit. Alors, une situation de santé quelconque est présentée à l'étudiant, qui est appelé alors à proposer 2 ou 3 hypothèses diagnostiques en lien avec une partie d'information, pas complète, juste une partie. Lorsqu'il a soumis ces 2 ou 3 hypothèses diagnostiques, il a alors accès aux hypothèses diagnostiques que 2, 3, voire 4 médecins ont proposées pour la même information. Alors, il a tout à coup ses réponses d'un côté et les réponses qui ne sont pas toutes alignées parfaitement à la même place de ces médecins, praticiens. Et là, ça l'amène à réfléchir et on demande alors de faire la comparaison entre ces réponses et les réponses de médecins. Et puis ensuite, il y a la deuxième série d'informations qui arrive, même processus qui est repris. Et vous voyez un peu la dynamique qui s'installe. Il y a une trace qui se construit de l'édification, comme j'évoquais tout à l'heure, de cette structure de connaissances qui est là, donc, mobilisée dans une perspective de transfert. Et tout ça a été fait en ligne. C'est un merveilleux outil. Et au moment d'arriver à une étape ultérieure qui est plus sommative ou certificative, la même démarche se reproduit, cette fois n'ayant alors que les réponses de l'étudiant à proposer. Et là, il y a une réelle richesse à pouvoir imaginer ce traçage et la capacité à suivre le raisonnement diagnostique ou, dans toute autre situation, une forme de démarche de résolution d'un problème ou de réalisation d'une tâche. Pour moi, là, il y a quelque chose de positif, encore une fois, pour autant que ça implique l'étudiant et que ça fasse partie en amont de la démarche d'apprentissage qui lui est proposée en classe pendant la durée d'un cours, etc. Mais tout seul, au sens surveiller quelque chose ou moins, pour plein de raisons, mais trop long à expliquer ici. Voilà. D'accord. Merci. J'enchaîne avec une autre question. J'ai essayé de regrouper certaines questions de manière à pouvoir
avoir des réponses un peu regroupées par rapport à certaines questions. Donc, il y a une question qui a été posée aussi bien dans les questionnaires que maintenant sur le chat et qui est, je lirai les deux questions. D'abord, la première, je transpose les procédures de l'évaluation classique sur l'évaluation en ligne. J'envoie un fichier à compléter par les apprenants. Est-ce que c'est efficace? Donc, c'est une question par rapport à au passage du scénario d'évaluation présentiel vers le scénario d'évaluation en ligne. Est-ce que c'est un passage, c'est-à-dire je pourrais reprendre exactement la même activité telle qu'elle est pour aller vers l'en ligne et quels seraient dans ce cas-là les avantages que m'apporterait l'introduction du numérique pour cette même activité? Et je vais la combiner avec une deuxième question. Je ne sais pas si je pourrais la combiner avec cette deuxième question. Le problème de massivité. Dans plusieurs universités, ce problème se pose. Le nombre très important des apprenants qui participent à une activité d'évaluation et comment pourrait-on prendre en considération cela lors de la conception et du design d'une activité d'évaluation en ligne? Je ne sais pas qui de mes chers collègues souhaiterait aborder certains points de ces questions. Lilia, je vais juste aborder un tout petit point et je suis obligée de vous quitter parce que moi j'ai une autre vision. Malheureusement, je me suis emmêlé les pinceaux avec le décalage horaire. Et donc, du coup, je vais juste, bon, peut-être aborder un tout petit peu et vous donner la parole parce que je dois quitter à 15h là. Enfin, 15h chez moi, 16h chez vous et puis à 17h. Donc, juste pour dire que moi, je pense que l'enseignement en ligne a ramené une nouvelle forme d'évaluation qui est très importante et qui n'a pas été avant dans l'apprentissage présentiel. Donc, du coup, transposer du présentiel vers l'en ligne, on perd un effet important qui vient du distanciel et qu'on ne peut pas le mettre avec le numérique. Je m'explique. Quand on fait de l'évaluation, quand on fait de l'enseignement dans une salle de classe, on peut poser une question très rapidement pour mesurer si l'apprenant a très rapidement compris ou non. Et puis, en fonction du feedback, vous avez cette évaluation immédiate ou non. Cette évaluation-là, on peut la restituer sous une autre forme en enseignement à distance en mettant en place les quiz et toute cette partie-là. Et il y a autre chose, les études de cas qu'on a mis en place pour remédier aux problèmes de plagiat et pour contourner un peu le non présentiel avec un accompagnement très très précis et les étapes à chaque fois, nous permettent nous-mêmes, enseignants, de revoir l'évaluation comme une autre forme d'apprentissage qui est beaucoup plus soutenu et où on change de rôle d'un enseignant évaluateur à un enseignant accompagnateur pour la formation. Et donc, je pense que transposer une évaluation directement n'est pas très intéressante parce qu'on perd tout un plan qu'on peut restituer autrement. Et donc là, je vous dis au revoir. Merci beaucoup, Lilia, pour l'invitation. Désolée de vous quitter rapidement comme ça, mais j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir. Merci, Mona, pour ta présence. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Denise, si vous souhaitez intervenir par rapport au problème de massivité. Oui, je viens tout juste d'écrire un petit mot dans le chat pour pister les gens à cet égard. Donc, la complexité du nombre, c'est la difficulté avec le nombre, c'est la complexité des évaluations qui peuvent devenir vraiment onéreuses, voire très énergivores par rapport à la quantité de temps ou à la durée de la correction de ces examens complexes. C'est très difficile. Et voilà pourquoi, dans la littérature, j'invite la majorité d'entre vous qui souhaitez conserver un outil qui, au niveau correction, à l'égard de la correction, est aussi rapide quasi que l'examen traditionnel, questions choix multiples, 3-4 questions, etc. C'est donc ce que j'ai appelé tout à l'heure et ce que j'ai écrit comme étant le Extended Matching Items. Et pour le résumer rapidement, l'idée est un peu dans le sens de ce que j'évoquais, ça vient aussi de la formation médicale. Alors l'idée étant que la proposition est d'offrir à l'étudiant, mais j'ai aussi développé cela avec un collègue en formation d'ingénieurs à l'Université de Sherbrooke, donc d'offrir à l'étudiant non pas une question simple avec
une réponse nichée dans une collection de petites réponses qui sont des fausses réponses essentiellement, mais plutôt d'offrir toute une série de possibles interprétations, d'actions, de réflexions, de diagnostics ou peu importe la forme de l'attente. Donc, de l'offrir à l'intérieur d'une liste de au moins 10 possibles pistes de réponses, voire 15, peut-être même plus, et demander alors à l'étudiant de répondre dans une logique probabiliste de la réponse, c'est-à-dire quelle serait alors pour vous la réponse la plus probable par rapport à la liste, dans la liste que vous voyez ici. La première, la deuxième, la troisième. Généralement, on arrête à 3, c'est-à-dire la plus probable, la deuxième plus probable et la troisième. J'ai fait ce type d'examen avec ces étudiants de première année dont j'ai parlé tout à l'heure, j'en avais une centaine. Et toujours dans la perspective que même avec des connaissances fondamentales qui étaient pour eux encore très loin de la réalité d'action professionnelle, j'ai voulu tout de suite les faire réfléchir dans une posture non pas d'apprenant expert. En France, il y a une expression qui dit le métier d'étudiant, elle est utilisée dans la francophonie également. Pour moi, c'est un problème, ça, cette expression en soi, parce qu'elle crée dans la tête des étudiants, l'idée qu'on peut avoir qu'une posture d'apprenant expert pour réussir un examen, pour répondre correctement, pour passer un cours. Mais dans les faits, à l'université, ou du moins post-secondaire, on n'est plus dans une logique uniquement de réussir pour réussir, on est dans une logique de développement de quelque chose, de compétences idéalement, pour devenir acteur conséquent par la suite, professionnel, etc. Et donc, ce type d'examen se corrige aussi bien, ou presque aussi rapidement, encore une fois, que le type question-choix multiple, mais exige réflexion de la part de l'étudiant, exige qu'il se commette, et il est quasi impossible de plagier, sauf si on se dit que cette personne est la meilleure du groupe, et donc tout ce qu'elle dira ou écrira, je vais faire la même chose. Et ça, c'est pas un plagiat de bonne réponse, mauvaise réponse, c'est un plagiat par personne interposée. On peut éviter cela à distance, généralement. Mais voilà, alors donc, si vous voulez regarder la littérature à ce sujet, il y a vraiment des choses intéressantes. Non, il n'y a pas... Non, oui, pardon, je vois la question. Est-ce que c'est possible que sur QCM? Non, c'est pas possible que sur QCM, mais c'est la version, disons, la plus adaptée au grand groupe pour permettre d'éviter que je passe 2 semaines complètes à temps plein à corriger de longues réponses à des questions à développement, par exemple. Voilà. OK. Nathalie, tu avais une intervention par rapport à ces questions ou j'enchaîne avec la suite des questions? Je pense que tu peux enchaîner. J'ai des difficultés à répondre, de voir des avantages sur l'évaluation en ligne par rapport à l'évaluation en présentiel en tant que telle. Et parce que je me dis, pareil, ça dépend de quelle évaluation on parle. D'accord. Donc, je vais enchaîner avec une autre question. Peut-être vous avez des éléments de réponse par rapport à cette question et qui, j'ai constaté que pendant cette crise sanitaire, cette question a été posée par plusieurs de mes collègues et elle est en rapport avec l'évaluation des TP, des travaux pratiques. Je sais qu'il y a certaines tentatives ou certaines expériences de mise en place de TP en ligne, mais de quelle manière pourrait-on en fait garantir l'évaluation des compétences dans ces activités de TP en ligne, de travaux pratiques en ligne? Voilà. Je veux bien faire une tentative de oui, s'il te plaît. S'il te plaît. Si on parle de travaux pratiques avec des compétences très techniques, gestuelles, procédurales, qui s'approchent vraiment au geste, à part la simulation et encore qui ne serait pas forcément suffisante, je ne vois pas la façon dont on pourrait mettre des travaux pratiques à proprement parler en ligne, et c'est bien la difficulté ou peut-être la limite.
de la formation, enfin de l'évaluation ou de la formation à distance. Voilà. Par contre, si c'est des TP qui visent à développer une compétence beaucoup plus large qu'une simple reproduction du geste, alors oui, peut-être la simulation ou d'autres méthodes peuvent être mises en place. Mais il est vrai que, à ma connaissance, et c'est ce sur quoi on est en train de réfléchir, quand il s'agit vraiment d'être au pied d'une machine, par exemple, et c'est très coûteux de mettre en place une simulation, hein, de mettre des simulateurs en place. Voilà, on a cet écueil. Oui. De notre côté, enfin, voilà. Oui, pareil, dans plusieurs contextes, en fait. J'enchaîne avec une question de mon cher ami Bilal, qui est coordinateur du Learning Lab dans l'université AUL à Beyrouth, au Liban. Et Bilal évoque le contexte des universités libanaises où certaines institutions veulent avoir un examen écrit au sens traditionnel. On ne t'entend plus, Lilia. Un problème de micro. Donc, Bilal évoque le problème de certaines institutions au Liban qui exigent qu'il y ait un examen par écrit pour l'évaluation sommative finale et comment remédier à cet obstacle ou bien comment trouver une solution à cela à travers une évaluation en ligne. En fait, le problème évoqué par Bilal est peut-être le problème de plusieurs universités également dans mon contexte actuel en Tunisie. L'examen, la décision prise, c'est que les examens se passent en présentiel. Et donc, moi, je dirais juste mon avis par rapport à cela, c'est que pour mettre en place une évaluation en ligne, il faut également que le cadre institutionnel favorise la mise en place en termes de modalités et législation pour implémenter de tels scénarios d'évaluation en ligne et les prendre en considération dans la note finale des apprenants. Mais par rapport à vous, est-ce que vous avez des réflexions par rapport à cette question? Peut-être quelques mots de mon côté. Cette modalité d'examen final, voire de semaine d'examen, comme on le connaît ici dans nos universités, quelqu'un a écrit dans le chat, c'est une approche ancienne. Je dirais, en parlant d'autre chose, mais je dirais que pour nous, pour moi, en tout cas, c'est certainement une approche ancienne ou une façon de faire ancienne qui est d'arriver au terme d'un processus comme ça d'apprentissage et de placer l'étudiant dans une position extrêmement difficile et vraiment non productive, qui est celle de l'examen final. Et je vous ramène là aux travaux de Gibbs, dont je parlais plus tôt, qui démontrent, après plusieurs enquêtes, plusieurs revues de littérature, que l'examen n'est pas un bon prédicteur. Le résultat de cet examen, final ou pas, cela dit, de façon traditionnelle, n'est pas un très bon prédicteur de la capacité qu'ont les étudiants à réutiliser ce savoir ultérieurement. Donc, il faudra réfléchir à hauteur des directions d'université, des présidences d'université, des responsables de programmes et des filières de formation, à la place que l'on accorde encore aujourd'hui à cet outil dans un paysage pédagogique et technopédagogique qui quand même a beaucoup changé. Ça n'a pas, il me semble, en tout cas, beaucoup été fait jusqu'à maintenant, exception faite de certaines filières de formation de nature plus professionnalisante. Puis peut-être jeter un petit dernier pavé dans la mare. À titre d'information, la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, depuis 2 ans maintenant, mais ce n'est pas la première au Canada, elle est peut-être la 6e ou 7e, n'offre plus aucune note à l'étudiant traditionnel, type A, B, C, D, ou pourcentage de points sur 100 ou 20, comme on le voit en France, mais n'offre alors que la note réussite ou échec à toute activité pendant les 4 années que dure la formation médicale. Il y a toute une littérature derrière qui justifiait ce choix, qui le soutient d'un point de vue professionnel,
Et là, on n'aura pas le temps, malheureusement, de parler des façons de faire exactes. Mais je vous invite à fouiller cette littérature également à travers le site du Collège royal de médecine du Canada, qui a été au Canada l'organisation leader, si l'on veut, de ce type de changement en termes évaluatifs. Ça vaut la peine d'y réfléchir, mais il faut le faire vraiment à hauteur de l'ensemble de la structure universitaire ou de l'établissement, et pas seulement à hauteur, naturellement, d'un seul professeur ou d'un sous-groupe de professeurs. Sinon, cet alignement créera toutes sortes de frictions par ailleurs. Merci beaucoup. Je donne la parole à ma chère collègue Rada, si elle a une réflexion à partager par rapport à l'évaluation, avant de clôturer cette session, parce qu'on a déjà débordé par rapport au temps alloué. Voilà. Ton micro, Rada, ton micro est désactivé. Merci beaucoup, Lee. Permets-moi d'abord de te remercier pour avoir organisé cette session et de remercier les intervenants. Vraiment une qualité d'intervention impeccable. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai confirmé beaucoup de pensées que j'ai dans ma tête et qui ne sont pas facilement acceptées ici dans notre contexte, mais on continue à lutter pour vraiment corriger les choses. Dissocier, je salue M. Bédard pour le fait de devoir associer la pédagogie à la méthodologie d'évaluation. Ça, c'est très important parce qu'en Égypte, tout est dissocié. On enseigne sur Moodle toute l'année et puis on fait l'évaluation sur Microsoft Forms en Teams parce qu'on reproduit le modèle présentiel. Parce que nous sommes dans des classes d'examen qui sont vraiment surveillées. Et donc, il faut prendre l'apprenant de la plateforme où il étudie, de sa classe de cours, dans une classe où il passe l'examen. Et ça, vraiment, ça me fatigue énormément. L'autre chose que je salue dans votre intervention, le fait de parler du Collège royal de médecine, et en fait, échec ou réussite, c'est suffisant parce que veut dire un médecin qui a A ou B ou C? Ça veut dire que soit qu'il peut soigner les malades, soit qu'il ne peut pas. Et donc, je trouve que vraiment, ça, c'est génial de passer à ce type d'évaluation, échec ou réussite. En fait, ça m'a marqué beaucoup et peut-être parce que aussi, je suis beaucoup influencée par la méthodologie canadienne. C'est pour cela que je me suis retrouvée dans vos propos. Je tiens aussi à remercier, Mona n'est plus là, merci Mona pour son intervention, Madame Nathalie Isman. Et je rejoins aussi peut-être Lilia, ce que Bilal a dit, et qui est vraiment aussi dans ma tête très contradictoire avec le traçage dont Mona a parlé. Parce que ici, dans quelques contextes aussi, par exemple les examens de maths, on veut que les apprenants répondent sur une feuille, qu'ils scannent la feuille et qu'ils téléchargent la feuille sur la plateforme. Et ils disent, bon, parce que ça doit être imprimé par la suite, cacheté par le cachet d'universitaire comme preuve d'examen. Et pour moi, c'est pas ça la trace. La trace vraiment, ce que laisse l'apprenant sur la plateforme qu'on peut éventuellement traiter et en extraire de l'information et des connaissances. Mais ça, ce n'est pas une trace. En fait, les rats vont manger ces feuilles dans un entrepôt quelconque un jour. Et j'espère en fait que cette discussion intéressante va nous orienter vers une attitude réflexive où on va revoir un peu ces pratiques. Et bon, on commence à innover pédagogiquement et en évaluation en Égypte, mais ce sont des pas qu'on commence à prendre doucement, mais un jour, on va y arriver. Je vous remercie infiniment. Et merci beaucoup. Merci Rada. On devrait malheureusement clôturer. Je me permets juste apporter un petit élément de réponse par rapport à une question qui a été posée plusieurs fois par un des collègues sur le testing adaptatif. Je ne sais pas
par quel intervenant ce terme a été évoqué. Je dirais que le testing adaptatif, c'est le fait de produire des évaluations personnalisées et adaptées au contexte de chaque apprenant, prenant en considération son profil, son historique dans son parcours d'apprentissage et produire une évaluation adaptée à son profil. Il y a plusieurs travaux sur cela et le collègue pourrait nous envoyer un mail ou moi-même j'ai certains travaux sur l'évaluation personnalisée que je partagerai avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions très enrichissantes et très utiles pour cette thématique assez importante pour nos universités. C'est vrai que pendant cette pandémie, nous nous sommes orientés principalement vers la mise en place des apprentissages en ligne. C'était la grande urgence, mais je pense de plus en plus maintenant dans plusieurs universités, on se penche de plus en plus vers l'évaluation en ligne. Et je pense que à travers ce qui a été discuté pendant les derniers mois et à travers ce débat très riche, je pense qu'il y a beaucoup de pistes encore à explorer par rapport à cette thématique. Merci beaucoup pour vos interventions, pour votre temps. Je suis vraiment désolée parce qu'on a débordé par rapport au temps alloué, mais la richesse de vos interventions et les questions très intéressantes posées par les participants nous ont poussé à cette décision. Merci beaucoup. Et si vous permettez, donc on clôture la session et on se voit, Inch'Allah, pour la prochaine session. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci. Merci, Liliane. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Portez-vous bien. Portez-vous bien. À bientôt.